André Rieu fait valser le monde entier avec son violon à la main. Mais derrière les projecteurs et les applaudissements se cache quelque chose de bien plus stupéfiant. Ses concerts remplissent des stades entiers. Ses albums se vendent mieux que ceux de Mozart. Et, niché dans sa paisible ville européenne, se trouve un véritable château qu'il appelle chez lui. Mais ce n'est que le début. Entre jets privés de luxe, carrosses dorées et un empire immobilier que peu soupçonnaient, sa fortune est devenue presque mythique. La question est, jusqu'où va-t-elle réellement? Bâtir un empire, une valse à la fois. André Rieu n'est pas devenu une sensation mondiale par hasard. Son empire a été construit délibérément, note après note, tournée après tournée, et risque après risque calculé. Né dans la ville néerlandaise de Maastricht, André a baigné dans la musique avant même de savoir lire. Son père, un chef d'orchestre strict et discipliné de l'orchestre symphonique du Limbourg, exigeait l'excellence musicale de ses enfants. Sous cette pression, André a pris le violon à l'âge de 5 ans et a rapidement été inscrit à une formation classique rigoureuse. À peine dans la vingtaine, il était diplômé avec les plus hautes distinctions du Conservatoire royal de Liège et du Conservatoire royal de Bruxelles. Mais même en gravissant les échelons traditionnels de l'éducation musicale européenne, Rieu ressentait un malaise croissant face à la formalité figée des concerts symphoniques. Il était moins inspiré par la perfection rigide que par la joie, l'énergie contagieuse d'une valse viennoise, la nostalgie d'une belle mélodie et le langage universel du spectacle. Il voyait une opportunité là où d'autres ne voyaient que des limites. Rendre la musique classique émotionnellement accessible, visuellement spectaculaire et, chose impensable, commercialement viable. En 1987, André Rieu fit un premier grand saut en fondant l'orchestre Johann Strauss. Le projet démarra humblement, avec seulement 12 musiciens jouant dans de petites salles à travers les Pays-Bas. Mais dès ses débuts, l'orchestre brisa les conventions. Les musiciens souriaient, bougeaient, interagissaient avec le public. Les concerts n'étaient plus des moments de révérence, mais de célébration. L'atmosphère était électrique, un phénomène rare dans le monde classique. Puis vint le tournant. En 1995, Rieu prit l'une des décisions les plus audacieuses de sa carrière. Il investit toutes ses économies, apparemment à 6 chiffres, dans une unique publicité télévisée d'1 minute. L'annonce fut diffusée à la mi-temps de la finale de la Ligue des Champions entre l'Ajax Amsterdam et le Bayern Munich, un moment suivi par des millions de téléspectateurs. Rieu y interpréta la valse numéro 2 de Shostakovich avec émotion et une élégance cinématographique. Le pari fut payant. Le lendemain matin, 150 000 exemplaires de son album étaient vendus et Rieu devint une célébrité non seulement aux Pays-Bas, mais dans toute l'Europe. Ce succès révéla une vérité puissante. La musique classique pouvait se vendre si elle était emballée avec une histoire, de l'émotion et une identité. À partir de là, André prit le contrôle de chaque aspect de sa carrière. Il fonda sa propre société de production, André Rieu Productions, qui emploierait par la suite des centaines de personnes. Il insista pour tout gérer en interne, des arrangements musicaux à la confection des costumes, en passant par le mastering des albums et la distribution des DVD. Cette intégration verticale garantissait non seulement la qualité, mais aussi un contrôle financier total. Il se mit à produire des albums spécifiques à chaque pays, adaptés au goût émotionnel de chaque culture. En France, il reprit des chansons de Roméo et Juliette. Aux États-Unis, il orchestra My Heart Will Go On du film Titanic. Au Brésil et au Mexique, il adapte des mélodies locales bien aimées en version valse, enchantant de nouveaux publics. Sa vision était claire. La musique classique n'était pas seulement européenne, elle était mondiale. Et ce n'était pas seulement de la musique. Les concerts de Rieu prirent des proportions grandioses, remplissant des stades et des arènes autrefois réservées aux pop stars. Dès le début des années 2000, il donnait plus de 100 concerts par an, chacun attirant des milliers de fans fidèles, dont beaucoup n'avaient jamais mis les pieds dans une salle de concert classique. Ces spectacles mêlaient virtuosité musicale, théâtre, humour, effets lumineux,
costumes élaborés et récits chargés d'émotions. Au fil des ans, il pulvérisa les records. En 2025, Rieu avait remporté plus de 500 disques de platine et 270 disques d'or avec plus de 40 millions d'albums et DVD physiques vendus, faisant de lui l'artiste classique le plus rentable de tous les temps. Ce qui avait commencé comme une idée rebelle pour réinventer la valse était devenu un empire de plusieurs millions d'euros, transformer Maastricht en royaume de la musique. Pour la plupart des musiciens, la ville natale n'est qu'une note de bas de page. Pour André Rieu, Maastricht est la salle du trône de son empire. Située près des frontières belges et allemandes, cette ville néerlandaise paisible et historique est devenue le cœur battant de son héritage artistique et économique. À Maastricht, Rieu n'est pas simplement une célébrité. Il est une institution culturelle, un monument civique et pour certains, presque une figure mythique. La transformation a commencé en 1994, lorsque Rieu acheta ce qui allait devenir le joyau de sa couronne. Un château du XVe siècle, niché juste à l'extérieur du centre-ville. Cet achat réalisait un rêve d'enfance. Inspiré par le château de Moulinsart des aventures de Tintin et par l'architecture majestueuse de l'Europe impériale, Rieu rêvait depuis longtemps de posséder un château. Celui-ci, avec ses 27 pièces, ses tapisseries complexes et ses jardins à la française, allait devenir son sanctuaire et sa déclaration. La rénovation aurait coûté plusieurs millions, mais le résultat est spectaculaire. Avec ses plafonds voûtés, ses fresques restaurées et sa décoration inspirée de la musique, la propriété est moins une maison qu'un musée vivant. Et fidèle à lui-même, André n'a pas gardé ce trésor pour lui seul. Lorsqu'il se produit à Maastricht, en particulier pendant ses célèbres concerts d'été sur la place Vrijthof, il ouvre les portes, au sens propre comme au figuré. Les fans peuvent acheter un forfait exclusif à 859 €, comprenant une nuit dans un hôtel 5 étoiles, une place au premier rang et une visite privée du château guidée par son fils, Pierre Rieu. Seul le rez-de-chaussée est accessible au public, mais ce simple aperçu, comprenant des œuvres originales de son autre fils Marc, suffit à émerveiller les visiteurs. Comme l'a dit un jour Pierre, les gens veulent avoir l'impression d'entrer dans notre univers, pas seulement d'assister à un spectacle. Et ça fonctionne. Ces billets premium se vendent souvent des mois à l'avance. Mais le château n'est que la surface. En coulisses, André Rieu a passé des décennies à construire ce que la Libre Belgique a récemment appelé un empire immobilier de l'ombre. Selon leur rapport de 2025, Rieu possède désormais des centaines de propriétés à Maastricht, dont beaucoup génèrent des revenus passifs grâce à la location ou servent d'investissement immobilier à long terme. Un exemple marquant, une maison modeste achetée pour 195 000 €, qu'il aurait revendue près d'1 million d'euros après une rénovation complète. Son modèle économique est simple, acheter, embellir et rentabiliser, et reflète l'essence même de sa musique, prendre quelque chose de traditionnel et le transformer en quelque chose de grandiose. Les habitants se sont habitués au spectacle. Chaque été, lorsque André revient se produire dans sa ville natale, la ville subit une transformation visible. Les boutiques décorent leurs vitrines avec des produits dérivés à son effigie, des mugs commémoratifs, des écharpes, jusqu'aux silhouettes grandeur nature du maestro lui-même. Les restaurants créent des menus Rieu spéciaux, inspirés de ses valses ou de ses plats préférés. Les hôtels sont complets des semaines à l'avance, des fans venant d'Allemagne, du Royaume-Uni et même du Japon pour assister à ses concerts. Durant ces quelques jours, Maastricht cesse d'être une paisible ville universitaire pour devenir un hommage vivant et vibrant à André Rieu. Les concerts eux-mêmes, organisés sur la place historique Vrijthof, sont dignes d'un film. Des milliers de spectateurs se rassemblent chaque soir devant d'immenses écrans, des scènes fleuries et un orchestre en costume d'époque. Les habitants regardent depuis leur balcon.
les touristes dansent dans les rues. Les performances sont diffusées dans plusieurs pays, ajoutant une dimension supplémentaire à l'influence de Rieu. Et lorsque la musique s'arrête et que les lumières s'éteignent, Maastricht reste discrètement enrichi économiquement et émotionnellement. Il n'est pas exagéré de dire qu'André Rieu a transformé Maastricht en capitale européenne de la musique classique, ne serait-ce que pour quelques semaines magiques chaque année. Mais son impact dépasse largement le tourisme et le divertissement. Ses projets immobiliers, son engagement caritatif et ses décennies de dévouement à la culture locale ont laissé une empreinte durable sur le tissu de la ville. Réinventer le concert et l'industrie musicale. Ce que André Rieu a construit au cours des 3 dernières décennies n'est pas simplement un modèle de concert, c'est une industrie du divertissement à part entière, avec lui-même en son centre. Ses performances en direct ne sont pas limitées par les frontières de la musique classique traditionnelle. Ce sont des expériences immersives et grandioses qui mêlent l'intimité de la musique de chambre à l'ampleur d'une production de Broadway et au spectacle d'une tournée rock. Sa scène emblématique relève du théâtre architectural. Un décor inspiré d'un château pouvant atteindre 30 mètres de hauteur, avec fontaines en mouvement, feux d'artifice, danseurs en costume d'époque, et parfois même un carrosse doré tiré par des chevaux, rappelant la cour impériale de l'impératrice Sissi. Ces éléments ne sont pas là uniquement pour l'apparence. Ils font partie de la vision méticuleuse de Rieu, qui cherche à transformer la musique classique en un spectacle enchanteur et inoubliable. L'échelle de cette production a un coût. Chaque concert peut coûter entre 2 et 2,5 millions d'euros, selon le lieu et la logistique. Derrière cette magie visuelle et auditive se cache une organisation parfaitement huilée. Contrairement à la plupart des artistes qui dépendent de promoteurs externes, d'équipes de tournée ou de sociétés de production tierces, Rieu a construit un écosystème de production entièrement autonome. Sa société, André Rieu Productions, basée à Maastricht, emploie plus de 120 personnes à plein temps, dont 60 musiciens d'orchestre, des créateurs de costumes, des ingénieurs du son et de l'éclairage, des planificateurs de tournées, des spécialistes du marketing et même des professionnels de la petite enfance qui gèrent une crèche interne pour les familles en tournée. L'infrastructure de l'entreprise est vaste et conçue sur mesure. Le siège comprend un entrepôt géant où les décors de scène sont fabriqués et entreposés, un atelier de costumes où chaque uniforme et robe est confectionné sur mesure, et un studio d'enregistrement ultramoderne, l'un des plus grands d'Europe, où Rieu enregistre ses albums, monte ses contenus vidéo et mixe ses bandes-son. À proximité, son équipe de post-production travaille dans une salle de montage dédiée, où les concerts en DVD sont assemblés avec une précision cinématographique. Cette intégration verticale n'est pas seulement une question de contrôle artistique, c'est un coup de maître financier. Alors que la plupart des artistes ne perçoivent que 8 à 10% de royalties sur les ventes d'albums, après avoir partagé les revenus avec les labels, distributeurs et agents, le modèle de Rieu lui permet de toucher jusqu'à 25% sur chaque produit. Parce que son entreprise gère tout, de la production à la distribution. Les intermédiaires sont réduits au minimum et les profits maximisés. Ces DVD représentent à eux seuls près de 10% des ventes mondiales de DVD de musique classique. Un exploit remarquable, compte tenu du caractère de niche du genre. La musique de Rieu est également adaptée à chaque public international, ce qui renforce son succès commercial. En Allemagne, il sort des albums de valses influencés par la polka. En France, des thèmes romantiques de Roméo et Juliette. Aux États-Unis, il reprend des classiques du cinéma comme Titanic. Grâce à sa portée multilingue, il domine les classements dans des pays aussi divers que le Brésil, l'Australie, le Canada ou l'Afrique du Sud. Puis vient le merchandising, un empire à part entière. À chaque concert, les stands débordent de produits dérivés. Les fans peuvent acheter des programmes de concert, 10 €, des t-shirts officiels, 25 €, mais aussi des mugs, des écharpes, des DVD, des sacs et même des figurines en porcelaine à son effigie.
En 2015, la division merchandising de Rieu générait déjà plus d'1 million d'euros par an, un chiffre qui n'a cessé de croître avec l'expansion mondiale de ses tournées. Une anecdote devenue virale raconte qu'une fan à Atlantic City aurait dépensé plus de 150 € en une seule soirée au stand de produits, achetant des souvenirs non seulement pour elle-même, mais pour toute sa famille. Et elle n'est pas un cas isolé. De nombreux fans fidèles de Rieu, souvent âgés de 60 ans et plus, considèrent chaque concert comme un pèlerinage émotionnel, revenant année après année. Ils ne viennent pas seulement écouter un musicien. Ils participent à un rituel qui ravive leur jeunesse, leur romantisme et leur nostalgie. Le succès de cette stratégie est visible dans les chiffres. Certains des albums les plus vendus de Rieu dépassent les 300 000 exemplaires, des chiffres que bien des artistes pop envieraient aujourd'hui. Dans un marché en déclin pour les supports physiques, ces fans continuent d'acheter des DVD et des CD en grande quantité. Et, si nécessaire, d'acheter un lecteur DVD rien que pour le voir. Vivre dans le luxe, mais avec un but. André Rieu ne fuit pas le luxe, mais chaque indulgence qu'il s'accorde semble servir une fonction artistique ou émotionnelle plus profonde. Il ne s'intéresse pas à l'extravagance pour elle-même. Sa richesse s'intègre plutôt dans le fantasme qu'il crée sur scène et la rigueur qu'il impose en coulisses. Son univers, des violons aux rideaux de velours, est conçu avec une précision obsessionnelle. Il ne s'agit pas d'en mettre plein la vue, il s'agit de créer de la magie. Au cœur de cette magie se trouve un instrument. Son violon Stradivarius, fabriqué en 1732. Une relique inestimable estimée entre 2 et 3 millions d'euros. Pour Rieu, ce n'est pas seulement un outil, c'est un compagnon, un artefact sacré. Le violon n'est ni expédié ni stocké avec les bagages. Il voyage avec lui, souvent à portée de main. En fait, selon plusieurs membres de son équipe, Rieu insiste pour que le Stradivarius, ainsi que quelques autres violons soigneusement sélectionnés, dorment dans la même chambre que lui pendant les tournées. C'est un rituel à mi-chemin entre superstition et révérence. Il a même affecté un membre du personnel spécialement chargé de protéger l'instrument en tout temps, y compris lors des transferts entre hôtels et lieux de concert. Sa collection ne s'arrête pas là. Rieu posséderait environ 100 violons, dont beaucoup sont des antiquités avec un passé chargé d'histoire. Certains ont été fabriqués sur mesure, d'autres acquis lors de ventes aux enchères ou auprès de successions. Chacun a sa propre tonalité, son propre caractère. Seuls quelques-uns voyagent avec lui, mais chaque concert débute par un moment privé dans sa loge, durant lequel il choisit le violon le plus en phase avec la tonalité émotionnelle de la soirée. Ce lien tactile avec ses instruments est rare, surtout dans le monde des tournées modernes où les instruments sont souvent loués ou reproduits. Au-delà des instruments, son souci de perfection se manifeste dans les moindres détails. Il est connu pour employer des assistants chargés de lui tendre un stylo lors des séances de dédicace ou de maintenir les photos sous le bon angle pour les fans. D'autres surveillant les reflets lumineux sur les revers de son costume pour garantir une continuité visuelle lors des captations vidéo. Certains pourraient juger cela excessif. Pour Rieu, c'est du branding. Son monde est conçu pour être impeccable, et cela exige une armée de professionnels discrets dans l'ombre. Ce souci du détail prend une toute autre ampleur pendant les tournées. Lorsqu'il se déplace, son équipe voyage comme un petit royaume. La logistique est vertigineuse. 5 bus de luxe, 8 semi-remorques et des jets privés sont nécessaires pour transporter non seulement les musiciens et le personnel, mais aussi les décors somptueux, les instruments, les accessoires et les portants de costumes. L'ensemble de l'opération itinérante ressemble davantage à un studio de cinéma mobile qu'à une tournée de musique classique. Dans certains cas, les gradins des stades doivent être entièrement démontés pour laisser place à sa scène mobile, conçue pour ressembler à une cour royale. Ces installations peuvent prendre plusieurs jours à monter et sont réalisées avec une précision quasi militaire.
Chaque rideau, chaque lustre, chaque rambarde des faux balcons doit répondre aux standards de Rieu. Pas seulement pour des raisons de sécurité, mais pour créer l'atmosphère voulue. Il ne suffit pas de jouer de la belle musique. Il veut que le public ait l'impression de pénétrer dans un bal royal. Et le confort ne s'arrête pas lorsque la musique s'éteint. Rieu et ses collaborateurs clés séjournent dans des hôtels 5 étoiles, louant souvent des étages entiers pour garantir intimité et sécurité. Les loges sont aménagées selon ses exigences, avec notamment des humidificateurs spéciaux pour ses violons et des mélanges de thé pour préserver la voix. Même sa garde-robe personnelle est confectionnée sur mesure par des stylistes de son propre atelier, où ses redingotes de scène sont ajustées pour un impact visuel maximal sous les projecteurs. Pourtant, ce qui rend le style de vie luxueux de Rieu remarquable, ce n'est pas sa richesse. C'est la fonction que remplit chaque euro dépensé. Son extravagance est le prolongement de son art. Les carrosses, les lustres, les violons, ce ne sont pas des caprices. Ce sont des instruments d'enchantement, des outils dans un rêve savamment orchestré qui permettent à son public, souvent âgé ou nostalgique d'un romantisme perdu, de s'échapper du quotidien et d'entrer dans un monde de rêve. Faire face au revers, s'élever encore plus haut. Malgré tout son éclat et son sens du contrôle, André Rieu n'a pas été épargné par l'échec, ni par les scandales. Il y a quelques années, il a subi un revers financier dévastateur, lié à une mise en scène trop ambitieuse, qui a nécessité une reconstruction massive et plusieurs jours de retard. Résultat, des pertes de revenus et un cauchemar logistique. À un moment donné, il a même admis que ce risque avait failli lui coûter son entreprise. Mais, fidèle à lui-même, Rieu a su s'adapter. Plutôt que de réduire la voilure, il a optimisé, réduisant le temps d'installation de 5 jours à seulement 2 et repensant sa scène château pour la rendre plus facilement transportable. Plus préoccupante encore, fut une rumeur impliquant des mineurs, une ombre planant sur son image publique, même si elle n'a jamais abouti à des conséquences juridiques concrètes. Bien que la presse soit finalement passée à autre chose, cette expérience a révélé les limites de l'immunité que procure la célébrité. Pour une marque aussi méticuleusement construite, la moindre fissure dans l'armure résonne d'autant plus fort. Mais peut-être que sa plus grande force réside dans sa manière de gérer la vulnérabilité. Rieu ne cache ni son ambition, ni son panache, ni sa sensibilité. Il les revendique. Lors d'un entretien accordé à Libération, il déclara un jour « On me demande toujours si je suis davantage homme d'affaires ou musicien. La vérité, c'est que je suis les deux. » Et cette dualité, loin d'être une faiblesse, est devenue son plus grand atout. Il continue d'enregistrer, il continue de tourner, il continue d'imaginer des châteaux, et il continue de rire. Il a même plaisanté un jour en disant que si le prix était bon, il jouerait un concert au pôle Nord. Et au vu de tout ce qu'il a accompli, personne ne doute qu'il le ferait vraiment. Si vous pouviez franchir demain les portes du château d'André Rieu, quelle serait la première question que vous lui poseriez? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez apprécié ce voyage dans les coulisses, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en découvrir davantage.